Il y a des moments où un petit événement vient rompre la routine et révèle que la vie ne se contente pas d'exister, mais qu'elle a quelque chose à nous dire. Dans la tradition taoïste, ce type d'événement est considéré comme un signe que le flux a changé et que la conscience doit s'y adapter. Lorsqu'une seule perception modifie la façon dont vous interprétez vos choix, cela cesse d'être un détail et devient un tournant. C'est exactement à ce moment-là que la chaîne solstice intervient, comme un espace permettant de déchiffrer ce que ces signes indiquent sur le chemin intérieur. L'objectif est d'offrir une lecture claire, rigoureuse et spiritualisée de phénomènes qui sont généralement perçus uniquement comme de la confusion ou de l'inconfort. En transformant ces événements en connaissances structurées, la chaîne vous permet de ne plus réagir de manière automatique et de commencer à agir avec discernement. Si ce mouvement a déjà commencé silencieusement dans votre vie, l'ignorer revient à retarder un changement qui est déjà en cours. Concrètement, pensez au nombre de fois où un simple détail, comme une brève conversation ou un silence inattendu, a changé la façon dont vous perceviez quelqu'un. Ces moments fonctionnent comme des symboles archétypaux du quotidien, condensant des informations sur des schémas que vous n'aviez pas encore nommés. Au lieu de simplement sentir que quelque chose est étrange, vous commencerez à comprendre ce qui se réorganise en vous. Cette compréhension vous permet d'économiser de l'énergie, de réduire la confusion et d'ouvrir la voie à des décisions plus en phase avec ce qui a déjà mûri en vous. Pour ceux qui sont fatigués de répéter des cycles sans comprendre d'où ils viennent, ce type de lecture n'est plus facultatif, mais nécessaire. Beaucoup de gens ne se rendent compte que quelque chose a changé que lorsque l'usure a déjà atteint leur corps, leurs relations ou leur travail. Avant ce point critique, cependant, le taoïsme dirait que le champ était déjà rempli de signes subtils demandant un autre type d'attitude. Le contenu de la chaîne se consacre à cartographier ces signes avec précision, en montrant comment de petites infidélités à ce que vous ressentez s'accumulent et ont un effet. Maitreya, par exemple, est considéré comme un état d'illumination qui n'est pas encore actualisé dans l'histoire, mais qui est déjà présent en tant que possibilité. Lorsque nous appliquons ce concept à la vie quotidienne, nous commençons à considérer les conflits et la fatigue comme des signes que quelque chose en nous a déjà grandi, mais n'a pas encore trouvé la forme adéquate. Au lieu de traiter ce malaise comme un échec personnel, l'étude invite à le considérer comme la preuve qu'une nouvelle configuration éthique et affective demande à s'exprimer. Ce cadre apporte un soulagement, mais aussi une responsabilité, car il montre qu'ignorer cet appel coûte cher. Ceux qui comprennent cela ont du mal à revenir à une relation avec leur propre vie, comme si tout n'était que hasard ou répétition vide de sens. Il y a une conséquence directe à cette perspective. Si le potentiel est déjà actif, il n'est pas neutre de rester immobile. Pendant que vous repoussez l'approfondissement, les anciens schémas continuent à fonctionner et à définir des choix qui ne représentent peut-être plus qui vous êtes devenu. La vérité est que ces processus n'attendent pas que nous soyons disponibles, ils continuent à avancer, que la conscience les suive ou non. Alors que certaines personnes utilisent déjà ce type de connaissances pour réorganiser leur travail, leurs relations et leurs objectifs, d'autres tentent encore de faire cet ajustement seuls, à travers des tentatives dispersées. Si vous reconnaissez des signes de saturation dans des domaines importants de votre vie, c'est le moment stratégique pour vous intéresser à ce type de contenu. En vous inscrivant dès maintenant, vous aurez accès aux prochains cours et aux séquences qui approfondiront des thèmes tels que Maitreya. En aimant la vidéo, vous renforcez un espace qui traite avec rigueur et soin des thèmes qui ne sont généralement abordés que de manière superficielle. Si votre intuition vous indique que ce contenu correspond directement à ce que vous vivez, continuons ensemble. Dans un monastère isolé du 7e siècle, des archives décrivent la nuit où le moine Xuanzang remarqua que le calme inhabituel qui régnait dans la cour annonçait quelque chose de plus grand que le silence habituel, car même les lampes semblaient brûler différemment. Il marcha parmi les pierres usées, sentant que chaque bruit infime du bois dilaté par le froid apportait une sorte d'avertissement discret sur ce qui n'avait pas encore de nom. Cette scène concrète, documentée dans les chroniques de l'époque, révèle comment certains moments inaugurent des déplacements internes avant même que toute compréhension formelle ne s'installe.
En trouvant un manuscrit qui mentionnait Maitreya comme une possibilité encore non manifestée, Xuanzang a décrit avoir ressenti une sorte d'appel intellectuel qui l'a obligé à réexaminer ses propres limites. Cet épisode montre comment un détail apparemment banal peut ouvrir la voie à des perceptions plus profondes sur la nature de l'esprit. Ce type d'événement n'est pas rare dans les parcours spirituels et marque souvent le début de réorganisations significatives. Comprendre cette dynamique aide à percevoir pourquoi l'étude de Maitreya est devenue centrale dans tant de traditions. Et suivre cette vidéo permettra d'observer ces couches avec plus de précision. Le récit de Xuanzang se poursuit avec la découverte d'anciennes notes décrivant les voyages intérieurs effectués par des maîtres qui n'ont jamais quitté le temple, mais qui ont cartographié des états de conscience inconnus de la plupart des gens. Ces notes combinaient une observation minutieuse avec un type de clarté qui n'apparaît que lorsque l'esprit est suffisamment entraîné pour remarquer des nuances presque invisibles. En revisitant ces récits, le moine s'est rendu compte qu'il suggérait des mouvements internes qui précèdent toute transformation perceptible du comportement. Cette prise de conscience l'a amené à remettre en question sa propre façon d'étudier, car il a compris qu'un changement authentique commence rarement par une théorie explicite. Il naît plutôt d'une sorte de déplacement subtil qui réorganise les priorités et redéfinit les critères de recherche. Ce processus, encore peu clair pour lui à ce moment-là, allait influencer tout son parcours ultérieur. Suivre le raisonnement présenté ici permettra de comprendre la profondeur de ces influences. Quelques jours plus tard, au cours de ses lectures nocturnes, Xuanzang trouva un passage qui décrivait Maitreya comme un état déjà présent, mais pas encore actualisé, ce qui provoqua en lui une inquiétude difficile à ignorer. Il se rendit compte que l'idée d'un avenir déjà inscrit dans le potentiel humain modifiait la façon dont il interprétait ses propres difficultés. La notion selon laquelle les systèmes ont en eux la capacité de se régénérer ouvrit la voie à des questionnements qui dépassaient sa formation habituelle. Cette rencontre conceptuelle l'amena à revoir d'anciennes pratiques, en évaluant si elles étaient en accord avec ce qu'il commençait à comprendre comme une direction interne. Le manuscrit ne fournissait pas de réponse directe, mais offrait suffisamment d'éléments pour que de nouvelles questions se posent. Cette étape du récit montre comment le contact avec un seul concept peut remodeler entièrement le parcours d'un praticien expérimenté. Observer cette transition aide à comprendre ce qui sera approfondi tout au long de cette vidéo. Dans ses notes, Xuanzang raconte une nuit où il a entendu le bruissement des feuilles comme s'il contenait des enseignements qu'il ne savait pas encore décoder. Cette expérience apparemment simple est devenue marquante car elle a coïncidé avec la compréhension que certains mouvements internes ont besoin de temps pour se révéler pleinement. En y réfléchissant, il a compris qu'il entamait un processus qui exigerait une révision minutieuse de ses habitudes, croyances et méthodes. La reconnaissance d'états internes encore en formation s'est avérée plus exigeante que tout débat philosophique auquel il avait déjà été confronté. Il s'est rendu compte que la véritable difficulté consistait à maintenir une attention suffisante pour saisir ces changements subtils sans se perdre dans des interprétations prématurées. Ce moment marque le point où la recherche cesse d'être uniquement intellectuelle et devient une pratique continue. Regarder la vidéo vous permettra d'examiner comment cette pratique se consolide. Les récits suivants montrent Xuanzang observant des schémas récurrents dans son propre comportement, les comparant aux commentaires laissés par des maîtres qui décrivaient des phénomènes similaires. Cette comparaison a renforcé l'idée que le potentiel interne apparaît souvent d'abord sous forme de changements discrets, presque toujours ignorés par ceux qui recherchent des changements spectaculaires. Il a réalisé que la clé n'était pas d'attendre de grands signes, mais de reconnaître les variations minimes de concentration, d'énergie et d'intention. En consignant ses perceptions, il a découvert qu'elles indiquaient déjà de nouvelles directions avant même qu'elles ne deviennent évidentes. Cette constatation a modifié sa compréhension de la discipline car il a réalisé qu'elle ne se résumait pas à la répétition de pratiques, mais plutôt au raffinement continu du regard. Chaque petite note renforçait sa capacité à interpréter plus précisément ce qui surgissait en lui. Cette lecture attentive sera approfondie tout au long de la vidéo afin de créer une compréhension plus cohérente.
Au fur et à mesure que ce processus avançait, Xuanzang a commencé à remarquer que l'environnement physique semblait également réorganiser sa perception, influençant la manière dont chaque concept prenait forme. Il a observé des détails tels que la variation de la lumière sur les murs, le rythme des ombres et l'odeur du bois ancien, réalisant que tout cela affectait son attention. Cette observation l'a amené à conclure que les transformations internes dépendent autant de l'état d'esprit que du contexte dans lequel elles se développent. Il a alors commencé à étudier non seulement les idées, mais aussi les contours mêmes qui façonnaient l'expérience de leur étude. Ce changement d'orientation l'a préparé à comprendre Maitreya comme une structure éthique et cognitive en formation continue. En intégrant des éléments conceptuels et sensoriels, sa recherche est devenue plus solide et plus précise. En regardant cette vidéo, vous comprendrez comment cette intégration influence le processus de changement. À la fin de cette période de recherche intense, Xuanzang a décrit avoir le sentiment de franchir un seuil silencieux qu'il ne savait pas encore nommer, mais qui transformait sa relation avec l'apprentissage. Il a réalisé que ce qu'il recherchait n'était pas une réponse définitive, mais une façon de lire son propre chemin avec plus de finesse et de responsabilité. Cette prise de conscience a marqué la consolidation de sa compréhension de Maitreya comme une possibilité éthique qui guide le présent à partir d'un avenir non réalisé. Le manuscrit a cessé d'être un objet d'étude et a commencé à fonctionner comme un catalyseur de réorganisation interne. Souvent, lorsque nous ressentons ce décalage interne entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être, notre première réaction est d'essayer de résoudre rapidement ce malaise à l'aide de stratégies qui semblent efficaces, mais qui ne font qu'aggraver le problème. L'une d'entre elles consiste à augmenter la productivité de force, en remplissant chaque espace avec des tâches afin de ne pas entendre le malaise qui signale la nécessité d'un changement. Une autre consiste à rechercher des distractions successives, en alternant des plaisirs immédiats qui soulagent momentanément, mais maintiennent intacte la structure qui produit la souffrance. Il y a aussi la tentative de changer impulsivement de cadre extérieur, en changeant de travail, de relation ou de projet sans comprendre le schéma qui se répète dans chaque contexte. Toutes ces alternatives apportent un soulagement momentané et un coût accumulé, car elles évitent d'aborder le cœur du problème. Il en résulte un cycle dans lequel l'énergie est dépensée pour fuir sa propre mise à jour interne, au lieu d'être utilisée pour la réaliser. Concrètement, cela signifie repousser le contact avec son propre potentiel, ce qui se traduit inévitablement par de la fatigue, de la frustration et un sentiment de vie fragmenté. Lorsque ces solutions rapides deviennent un mode de vie, des effets secondaires apparaissent qui ne sont pas immédiatement associés au problème initial, mais qui font partie de la même chaîne. L'esprit commence à fonctionner en mode défensif, évitant toute situation susceptible de révéler des incohérences profondes entre les valeurs et les comportements. Le corps réagit par des signes de fatigue chronique, des troubles du sommeil et des difficultés de récupération, car il maintient un niveau constant de vigilance interne. Les relations deviennent plus superficielles ou plus conflictuelles, car l'énergie psychique est utilisée pour soutenir des personnages plutôt que des processus authentiques de transformation. Sur le plan cognitif, il devient de plus en plus difficile de prendre des décisions structurelles, car tout choix plus sérieux exigerait de reconnaître les points de désalignement. Ce scénario empêche la régénération naturelle des systèmes internes qui, dans d'autres conditions, auraient tendance à se réorganiser vers un état plus intègre. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre que ces réponses automatiques amplifient le problème afin de rechercher une autre forme d'action. Une alternative peu répandue, mais qui s'appuie sur des recherches solides en psychologie et en neurosciences, est la pratique de la visualisation épisodique du moi futur compatissant. Contrairement à la simple imagination d'un avenir idéal abstrait, cette technique travaille avec des scènes spécifiques dans lesquelles vous vous voyez gérer des situations concrètes à partir d'un état interne plus lucide et plus éthique. Des études montrent que ce type de simulation mentale détaillée modifie la façon dont le cerveau encode les préférences, les attentes et les décisions, rapprochant le comportement actuel de l'horizon souhaité. Ici, l'image du moi futur fonctionne comme un Maitreya interne, une possibilité de configuration plus élevée qui ne s'est pas encore manifestée,
mais qui oriente déjà le présent. Cette pratique ne dépend pas d'une croyance religieuse, mais de la capacité humaine à projeter des scénarios et à utiliser cette projection comme levier de réorganisation comportementale. Au lieu de fuir l'inconfort, elle l'utilise comme point de départ pour concevoir des réponses plus en phase avec le potentiel en cours d'actualisation. Cela transforme le problème en matière première pour le changement et non en ennemi à faire taire. Pour appliquer cette pratique, il est utile de suivre un protocole simple et structuré, en commençant par la régulation physiologique. Pendant quelques minutes, vous maintenez une respiration profonde et rythmée en vous concentrant sur un léger allongement de l'expiration, ce qui réduit l'activation des systèmes d'alerte et favorise une plus grande clarté. Ensuite, vous évoquez une situation spécifique dans laquelle le problème que vous souhaitez traiter apparaît généralement, comme un conflit récurrent, une décision évitée ou un schéma d'auto-sabotage. Il s'agit d'observer cette scène avec honnêteté, sans essayer de la justifier ou de l'améliorer mentalement. Ensuite, vous introduisez la figure du moi futur, non pas comme un personnage idéalisé, mais comme une version de vous-même qui a traversé ce même problème et réorganisé ses valeurs, ses attitudes et ses choix. Ce moi futur est décrit avec une richesse sensorielle. Posture, ton de voix, regard, rythme de parole, comportement face au même scénario difficile. Cette description détaillée crée un souvenir simulé que le cerveau enregistre comme une référence possible. Dans l'étape suivante, vous observez comment ce futur moi se comporte face à la situation qui génère aujourd'hui un blocage, en prêtant attention à 3 aspects principaux. Premièrement, quelles sont ses pensées à propos de lui-même, de l'autre et du contexte, en particulier celles qui diffèrent de votre réponse actuelle. Deuxièmement, quelles émotions apparaissent et comment elles sont accueillies, régulées et orientées, sans déni ni dramatisation. Troisièmement, quelles actions concrètes il choisit, même si elles sont minimes, et quelles actions il cesse d'alimenter, rompant ainsi le cycle connu. Cet exercice doit être consigné par écrit dans un journal structuré pendant environ 10 minutes, car l'écriture aide à consolider la simulation dans le système mémoriel. Cet enregistrement comprend la description de la scène, du moi actuel, du moi futur et des différences entre les deux, toujours en termes de comportement et d'attitude interne. L'acte d'écrire convertit une expérience mentale en traits objectifs, facilitant les revisites et les mises à jour au fil du temps. En répétant cette pratique, le cerveau dispose d'une carte plus claire de la manière dont il serait possible d'agir à partir d'une configuration interne plus intégrée, ce qui réduit la force de l'automatisme précédent. Au lieu de simplement réagir selon les mêmes schémas, vous commencez à reconnaître, dans le moment présent, des points de choix qui semblaient auparavant inexistants. Cette reconnaissance est ce qui permet de petits changements de cap, comme une réponse plus honnête, une demande d'aide, une limite établie avec respect ou un changement de priorité. Au lieu d'essayer de forcer un nouveau comportement par la seule volonté, vous disposez désormais d'un répertoire préalablement répété au niveau symbolique et affectif. Cela réduit le coût énergétique du changement, car l'esprit a déjà parcouru ce chemin en détail et le corps a déjà répété ses réponses correspondantes. La pratique agit alors comme un mécanisme de transition entre le potentiel non manifesté et l'action concrète. Répétée régulièrement, elle crée un alignement progressif entre ce que vous savez devoir faire et ce que vous faites effectivement. Comparée à des solutions impulsives ou purement compensatoires, cette approche offre une voie apparemment plus lente, mais beaucoup plus stable en termes de résultats. Au lieu de créer de nouveaux problèmes tout en essayant de résoudre l'ancien, elle réorganise le système de l'intérieur vers l'extérieur, en respectant le temps nécessaire pour que les valeurs, les émotions et les comportements trouvent une nouvelle cohérence. C'est un type de travail qui ne promet pas une transformation instantanée, mais qui garantit un changement durable au quotidien. En vous engageant dans cette pratique, vous cessez de dépendre uniquement de conditions externes favorables pour évoluer, car vous cultivez un axe interne guidé par une vision plus élevée de vous-même. Cet axe est précisément ce qui vous protège contre les rechutes dans des réponses automatiques qui ont déjà montré leurs limites. Si cela vous semble judicieux d'entamer ce processus, inscrivez dans les commentaires la phrase «
Je choisis de mettre à jour mon potentiel de manière consciente, comme déclaration publique de votre engagement à résoudre réellement ce problème. La pratique de la visualisation épisodique du moi futur, compatissant, peut être comprise comme une technique de réorganisation cognitive qui agit à l'intersection entre la mémoire, l'anticipation et l'identité. En termes psychologiques, elle utilise la capacité de simulation mentale pour modifier des schémas de perception et de réponse profondément ancrés, créant ainsi de nouveaux scénarios internes à partir d'expériences imaginées avec précision. Dans la perspective taoïste, cette pratique se rapproche du principe d'harmonisation avec le flux, car elle invite à aligner l'intention interne et l'action externe sans recourir à la force. Dans le bouddhisme, elle dialogue avec la notion de potentiel d'illumination non encore manifesté, fonctionnant comme un point de contact entre l'état actuel et la possibilité la plus élevée déjà présente sous forme latente. En réunissant ces matrices théoriques, la pratique cesse d'être un exercice mental isolé et devient une méthode structurée de transformation interne. Lorsqu'elle est appliquée correctement, cette technique fonctionne comme un réorganisateur des schémas mentaux qui soutiennent des comportements répétitifs et déconnectés de l'objectif le plus profond. La psychologie contemporaine démontre que le cerveau enregistre des simulations détaillées comme des références réelles, créant ainsi des raccourcis pour des choix futurs plus alignés avec les valeurs fondamentales. Du point de vue bouddhiste, cela équivaut à cultiver une forme embryonnaire de lucidité qui guide les décisions avant que les anciens automatismes n'interfèrent. Dans le taoïsme, cette réorganisation est comprise comme un ajustement fin de la perception dans lequel le sujet cesse de lutter contre le flux et commence à utiliser le mouvement même de la vie pour améliorer son attitude intérieure. Ainsi, la pratique crée un champ de cohérence qui intègre l'intention, l'attention et le comportement. Un autre point important est que cette technique crée une continuité narrative entre qui vous êtes et qui vous devenez, réduisant ainsi la fragmentation typique des processus de changement. En psychologie, ce mouvement est compris comme une expansion de l'identité guidée par des valeurs, ce qui est essentiel pour des changements cohérents. Dans le bouddhisme, cela correspond à la culture de la voie comme un processus incrémental, dans lequel chaque acte révèle et renforce la nature la plus profonde du pratiquant. Dans le taoïsme, cette continuité est considérée comme un alignement progressif avec le cours naturel des choses, évitant les ruptures abruptes qui affaiblissent la trajectoire. Ainsi, la pratique crée une ligne évolutive stable qui soutient la croissance sans ruptures artificielles. Enfin, la technique s'avère efficace car elle opère simultanément à 3 niveaux, cognitif, émotionnel et spirituel, permettant au changement interne de se traduire en actions concrètes. Psychologiquement, elle stabilise le champ de la décision en proposant des modèles de comportement qui ont déjà été testés mentalement. Elle relie le pratiquant à l'idée de potentiel latent représenté à la fois par le moi futur et par le principe de Maitreya. Elle traduit l'harmonie taoïste en une forme pratique de réorganisation des choix quotidiens avec moins de résistance et plus de précision. Ainsi, la pratique s'affirme comme une méthode robuste pour intégrer la vision, l'action et l'intention dans des processus de transformation profonde. Lorsque nous comprenons que chaque possibilité naît d'abord dans le champ silencieux de l'esprit, il devient inévitable de se demander, comme l'enseigne le Tao, quelle partie de moi est prête à bouger sans effort. Cette réflexion révèle que rien de ce qui a été étudié ici ne dépend d'un saut spectaculaire, mais d'un retour prudent à son propre axe interne. L'avantage de suivre cette voie réside dans la clarté acquise en réalisant que le changement était déjà possible, attendant seulement qu'on y prête suffisamment attention. Que cette perception trouve en vous l'espace nécessaire pour mûrir. Il y a des moments où une seule image interne réorganise des semaines de confusion, et cela suffit pour montrer que la véritable transformation est moins du bruit et plus de précision. Ce type d'épiphanie ne vise pas à clore un sujet, mais à ouvrir des portes pour que de nouvelles couches du même thème deviennent visibles. Ce que l'on gagne, c'est la capacité de continuer à s'observer avec un regard plus clair. Laissez cette découverte continuer à agir en silence. La pratique reste ouverte, comme si chaque intuition n'était que le début d'une enquête plus large.
Le sens se révèle lorsque vous vous repliez sur vous-même et que vous réalisez que les questions essentielles continuent à donner vie. Continuez à observer ce qui bouge en vous après cette étude. Si quelque chose a touché votre propre histoire, il vaut la peine de noter dans les commentaires ce qui a émergé, car le partage d'expériences élargit le champ de la compréhension collective. Chaque récit aide à révéler des nuances que la théorie seule ne peut atteindre. Cultivez cette auto-exploration dans le calme et laissez-la accompagner vos prochains pas. Le parcours reste disponible sur la chaîne pour ceux qui souhaitent continuer à avancer avec présence et profondeur.